Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Jean Dujardin est-il un lâche? Gérald Darmanin a-t-il encore une fois menti face caméra? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre Bourdin et Radar Radar. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier très chaleureusement. Vous êtes de plus en plus nombreux à lever le petit pouce, à m'écrire de gentils messages et à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien. Vous savez, la réinformation est un sport de combat collectif. Hier, lorsque j'ai évoqué le cas de la rectrice Charlène Avenel, je ne pensais pas aujourd'hui revenir sur son dossier. Et voilà, au réveil, j'ai découvert cette chose assez stupéfiante, décret du 2 juin 2023 portant promotion et nomination dans l'Ordre national du mérite. Et oui, elle a été élevée au grade de chevalier de l'Ordre du mérite. Mais dans une certaine mesure, Charlène Avenel a parfaitement mérité sa médaille, elle a parfaitement appliqué les directives, les circulaires que devait lui envoyer le ministère de l'Éducation nationale, voire un peu plus haut. On se souvient en effet que Charlène Avenel a été nommée suite à un passe-droit d'Emmanuel Macron, parce que le poste de recteur, et particulièrement la rectrice de l'Académie de Versailles, est un poste éminemment politique. Je ne vois pas Charlène Avenel prendre comme cela des initiatives sans communiquer au plus haut ou sans avoir l'aval de sa hiérarchie. Ce qui fait que les Français ont découvert que le gouvernement avait communiqué pendant 6 ans sur le harcèlement scolaire et que tout cela, ce n'était qu'un écran de fumée parce que les recteurs faisaient exactement l'inverse de la communication gouvernementale. On comprend maintenant mieux la colère des parents. Et quel est le dernier plan média de l'éducation nationale lancé par Gabriel Attal? De rejeter la faute, vous ne rêvez pas, sur les recteurs. Mais cette campagne de presse n'a pas l'air d'abuser grand monde. Tout le monde a compris que la responsabilité était au niveau du ministre de l'Éducation nationale, d'autant plus que c'est Brigitte Macron qui s'est chargée du dossier du harcèlement et qui ne sert à rien de désigner des boucs émissaires, les recteurs. Les recteurs obéissent aux décisions du politique. Et il y a encore un dossier qui risque de faire très mal à Gabriel Attal. Cela part de Belgique. Depuis le 7 septembre, la région francophone a l'obligation d'organiser des cours d'éducation sexuelle dès l'âge de 11 ans au programme identité de genre, onanisme, non-désir d'enfant ou GPA. Incendie, manifestation, tag, la colère gronde en Belgique. En cause, un décret adopté à la quasi-unanimité par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 7 septembre 2023. Ce dernier a entériné l'obligation pour tous les élèves de 6e et de seconde au sud du pays d'organiser des séances relatives à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'EVRAS. Vous pouvez imaginer la colère de nos amis patriotes belges. Et en France, on se rappelle que Pape Ndiaye avait fait de l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge sa priorité. C'est d'ailleurs ce que vient nous rapporter Nicolas Vidal qui a interviewé Christelle Comé des Mamans Louves. Vous savez, ces mamans qui dénoncent cette éducation sexuelle à l'école. L'éducation sexuelle professée dans certaines écoles ont traumatisé de nombreux enfants sur la question des pratiques sexuelles. Nous avons de nombreux extraits absolument édifiants sur la question où nous voyons des intervenants dire des choses qui ne sont pas de l'âge d'enfants de 9 à 10 ans. Mais d'où cela vient, cette volonté en Europe d'éduquer les enfants à la sexualité dès leur plus jeune âge? J'en avais parlé. EVRAS révisé est un copier-coller, donc EVRAS c'est en Belgique, mais c'est également ce que nous trouvons en France, est un copier-coller des principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité, avec quelques saupoudrages en plus, élaborés par l'UNESCO, Agenda 2030 Éducation, et que nous avons vu également au World Economic Forum. Et si ce dossier explosif éclate à la figure de Gabriel Attal, je vois très bien le plan média, il va convoquer tous les recteurs, et il va leur demander
d'assumer leurs responsabilités et il voudra un électrochoc à tous les niveaux. Ce gouvernement n'assume jamais ses responsabilités. Nous en avons encore un exemple avec Gérald Darmanin. Après les supporters anglais, les Kevin et Matteo, Darmanin, incapable de faire exécuter les OQTF, nous explique que la situation à Lampedusa est de la faute des 18 députés européens du RN sur 705. Il assume quand? Alors, il accuse en effet les députés du Rassemblement national de ne pas avoir voté une loi qui aurait permis quelque chose contre les migrants. La réalité est bien différente. C'est encore un mensonge de Gérald Darmanin. Sauf que le vote donc de cette loi dont il parle, le vote de ce pacte migratoire, n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire que Gérald Darmanin accuse le Rassemblement national de ne pas avoir voté une loi et pour cause, il n'y a jamais eu de vote de cette loi. La Commission européenne se dit désormais optimiste quant à la finalisation du pacte sur la migration et l'asile avant les prochaines élections européennes qui auront lieu en 2024, admet le rédacteur du site officiel Vie Publique FR, que Gérald Darmanin n'a visiblement pas consulté. On discute sur du vent, tempête, l'eurodéputé RN Thierry Mariani. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy ne mâche pas ses mots. On a voté en avril l'ouverture des discussions. En d'autres termes, on reprocherait au RN un vote qui n'existe pas. De fait, le Parlement européen a effectivement voté en avril dernier, mais uniquement sur les positions de négociation et non sur le texte en lui-même. Vous avez donc un ministre de l'Intérieur qui accuse un parti d'opposition qui n'a strictement aucun pouvoir de décision du désastre de sa propre politique. Et on a presque envie de dire que Gérald Darmanin est né avant la honte. Et puis, il nous refait le coup d'Emmanuel Valls, le coup de Menton. Il va mettre des policiers aux frontières. Et il affirme même que la France ne s'apprête pas à accueillir des migrants. Vraiment, eh bien, après le coup de Jarnac, il y a le coup de Menton. Migrants à Lampedusa, un terrain réquisitionné à Menton pour accueillir 150 à 200 personnes par jour. Mais comment peut-on mentir à ce point-là? Et surtout, ce qu'il y a de très déstabilisant, c'est que la journaliste Sonem Mabrouk laisse Gérald Darmanin dérouler ses mensonges sans jamais intervenir. Ce n'était pas très compliqué de mettre en contradiction les propos de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron, qu'il avait tenu d'ailleurs vendredi à Semur en Auxerrois. Crise migratoire à Lampedusa, Macron défend un devoir de solidarité européenne avec l'Italie. Nous savons tous que l'Union européenne impose l'accueil des migrants. Il suffisait de rappeler ce fait. Et ce qu'il y a de plus déstabilisant dans ce monde, c'est qu'ils sont tous européistes, ils défendent tous la même ligne. Même les syndicats qui sont censés protéger les salariés français. Voyez ce qu'arrive à affirmer la CFDT. Travailleurs sans papier, ils travaillent, payent des impôts et sont dans une extrême précarité parce que leur situation administrative n'est pas stabilisée. Observe Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Il faut régulariser tous ceux qui travaillent. Je tiens à signaler à Marie-Lise Léon qu'il ne paie pas d'impôts dans la mesure où de nombreux salariés qui travaillent notamment dans la restauration travaillent au noir. Ben oui, est ironique Philippe Murer. Pourquoi faire respecter les lois réglementant, protégeant le travail? Ça n'a aucun intérêt. Voyons, signer la CFDT. C'est avec ce type de propos de Marie-Lise Léon que l'on mesure le divorce qu'il y a entre les syndicats et le peuple de France. 80-90% des Français sont contre les régularisations, sont contre l'arrivée des migrants, des clandestins. Et ceux qui sont censés les représenter défendent des positions inverses. Et lorsqu'il y a des hommes politiques de l'opposition qui attaquent le gouvernement sur la question, comme le gouvernement n'a strictement aucun argument, vous savez, ceux qui n'ont pas d'argument, que font-ils? Ils insultent. C'est ce qui est arrivé à Marion Maréchal. Elle a été qualifiée de charogne par Pierre Henry, de pin-up, propos sexistes par un spécialiste du GIEC, Gémen, politique charognarde d'Agnès Runacher, celle qui nous a plantés sur l'énergie, et business dégueulasse, j'en avais parlé, par Clément Beaune. La haine s'abat sur Marion Maréchal car elle s'est rendue à Lampedusa.
Aura-t-on pareil pour Gérald Darmanin, Van der Leyen, Mélanie qui vont sur place? Non, cela ne risquera pas d'arriver à Mélanie dans la mesure où on l'a vu main dans la main avec Pustula. C'est une européiste désormais. Elle aura donc le droit aux honneurs des journaux. C'est ce que dénonce par ailleurs François Asselineau dans une nouvelle vidéo UPR TV. Cette vidéo exceptionnelle compare les déclarations des dirigeants politiques français après l'élection de Meloni au pouvoir italien en septembre 2022 à la situation italienne un an après, le temps des masques, les faux opposants. Ce qui est certain, c'est que nous avons besoin de dialoguer, quelles que soient nos positions, et d'essayer de trouver une union, un terrain d'entente. Le drame, c'est la division, ne l'oublions pas. C'est ce qui arrive d'ailleurs avec l'affaire Jean Dujardin. Alors on se rappelle l'excellente ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Nous avons Jean Dujardin qui pousse son petit chariot, Jean-Mich. Cela nous avait bien amusé. Valeurs actuelles en avait fait une. La France rugby, supporters bien élevés, joueurs patriotes, valeurs exemplaires, les recettes d'un sport enraciné devenu modèle de société. Ah, tout était parfait, d'autant plus que Jean Dujardin à la télévision avait défendu cette ouverture de la Coupe du Monde, puisqu'il avait été qualifié de rance, de facho par toute l'extrême gauche. Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l'éducation, n'en déplaise à certains, Jean Dujardin. On se rappelle également que Jean Dujardin est parrain de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, une brigade policière. Il n'en fallait pas plus pour que tous les réseaux patriotes s'enthousiasment au sujet de Jean Dujardin. Ça y est, c'était notre nouveau bébel, notre exemple. On lui a érigé une statue. C'était un géant. Et lorsque Libération a vomi sur Jean Dujardin, lorsque la France insoumise a agressé Jean Dujardin, lorsque l'extrême gauche a insulté Jean Dujardin, tous les réseaux patriotes sont montés au créneau pour le défendre. Et là, patatras, la statue est tombée. Elle est tombée du fait de ce message particulièrement déplaisant. L'acteur, donc Jean Dujardin, a posté sur Instagram la une de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles où il figure à côté du rugbyman Antoine Dupont en l'accompagnant d'un message disant « La France rugby, oui, vos valeurs, non, pas de récupération, merci ». Antoine Dupont a ensuite republié le message sur son propre compte sur le même réseau social. Il n'y avait rien à attendre d'Antoine Dupont dans la mesure où c'est un soutien actif d'Emmanuel Macron. Il avait même appelé à la dernière présidentielle à voter pour lui. Mais Jean Dujardin, que nous avions défendu, qui véhiculait dans une certaine mesure nos valeurs. Car lorsqu'il écrit « vos valeurs, non », on aimerait qu'il précise. Parce que souvent, on nous prête des valeurs que nous n'avons pas. Il participe en plus à cette diabolisation. Et que rend ? C'est ce qu'écrit, dans une certaine mesure, avec beaucoup de tendresse et d'ironie, le patron de Valeurs Actuelles dans une lettre qui est en train de faire le buzz. Messieurs, permettez-nous cette lettre pour vous dire à quel point nous vous aimons tous les deux. Vous avez manifesté publiquement votre réprobation à vous retrouver en une de notre magazine cette semaine. Sur Instagram, Jean Dujardin, vous avez écrit tard, vendredi soir, alors que la semaine de labeur touchait à sa fin, pour laisser au week-end le soin d'alléger le temps. La France rugby, oui, vos valeurs, non. Pas de récupération, merci. Votre ami Antoine Dupont a reposté votre message, car il était d'accord avec vous. Il a même pris soin d'effacer le nom de notre journal présent sur la une, comme on cacherait un visage disgracieux. C'est dur. Et l'on ose imaginer que vous ayez besoin de mordre avec les loups afin de demeurer dans un hypothétique camp du bien. Mais nous vous aimons avant, nous vous aimerons après, car nous vous aimons pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Nous vous aimons sans savoir pour qui vous votez. Nous vous aimons sans nous préoccuper de votre éventuelle religion ou de votre couleur de peau. Nous vous aimons sans savoir si vous nous appréciez. Maintenant, nous savons. Nous vous aimons parce que vous dégagez, chacun à votre manière, une part du génie de notre pays. Nous avons ri devant Chouchou et Loulou, frissonné devant The Artist, souffert pour vous dans la French, et nous trouvons le 3e degré d'OSS 117 absolument délicieux.
Nous avons eu la chair de poule, Antoine, quand vous avez joué votre premier match de top 14 sous le maillot de Castres à 17 ans, avec ce visage d'enfant résolu à rentrer dans la vie. Nous avons été fiers quand vous avez été sacré meilleur joueur du monde. Nous trouvons que vous faites un excellent capitaine. Peu bavard, certes, mais exemplaire. Nous vous avons mis à la une de notre journal car nous cherchons des modèles et à fuir autant que nécessaire la complainte. Parce que nous voulons croire à la sentence de Sylvain Tesson, désolé de vous aimer aussi, cher Sylvain, qui voit en la France un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. L'enfer existe, mais on imagine le paradis peuplé de gens comme vous. C'est une très belle lettre et je la trouve même émouvante. Merci Actugdal. Quand vous êtes un artiste international comme Jean Dujardin, vous ne faites pas que jouer au cinéma, vous défendez des produits de très grandes marques. On se rappelle en effet que Jean Dujardin est dans la promotion d'une marque de café, What Else, à côté de Georges Clooney et maintenant Camille Cottin. Est-ce que la marque ne veut pas être associée avec Valeurs Actuelles ? C'est une hypothèse. On peut aussi émettre comme hypothèse que Jean Dujardin doit signer de futurs contrats pour tourner des films. Est-ce que certains producteurs ont fait pression sur Jean Dujardin ? Dans le cinéma français, il y a des subventions de l'État également, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce qui est certain, c'est que Jean Dujardin s'est couché parce qu'il a manifestement reçu des pressions. On pensait que Jean Dujardin était un géant. Non, c'est un nain du jardin. On va changer de sujet, on va parler des écologistes. Est-ce que les écologistes sont idiots ? C'est une question que l'on peut se poser au vu des dernières actualités. En effet, Extinction Rébellion collabore envers des cours d'eau pour dénoncer un projet d'enfouissement de déchets. Le seul ennui, c'est que selon les autorités, il y aurait eu des poissons morts qui auraient été empoisonnés avec ce colorant. On croirait presque à un gag, à un article du Gorafi. Vous avez donc un cerveau malade qui a imaginé que pour lutter contre la pollution, il fallait polluer les cours d'eau et tuer des poissons. On en est même déstabilisé. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que dans la même semaine, leurs petits frères, alors c'est pas Extinction Rébellion, non, c'est les petits frères bretons de Soulèvement de la Terre, qui subissent la même humiliation. Les Soulèvements de la Terre envahissent un golfe dépourvu de système d'irrigation près de Rennes. Alors, ils manifestent sous la pluie. Une centaine de personnes a participé ce samedi 16 septembre 2023 à la Vélorussion. Déjà, c'est un gag en soi, la Vélorussion. Organisée à Rennes, donc un département très pluvieux, par le mouvement Les Soulèvements de la Terre. Une manifestation interdite par la préfecture. Des manifestants qui veulent dénoncer l'accaparement de l'eau. Et ils ont envahi le golfe de Saint-Grégoire, dépourvu de système d'irrigation et particulièrement vertueux sur le plan écologique. Et on apprend dans la foulée que le golfe est respectueux de l'environnement, qu'il a un cahier des charges très précis, que le propriétaire a planté de très nombreux arbres. Humilier les écologistes. Quant à cet accaparement de l'eau, je l'ai souvent traité, c'est un projet du World Economic Forum. Les mouvements extrémistes écologistes sont les bras armés de Soros et de toute cette engeance. Et c'est pour cette raison qu'ils sont dangereux. Ils ont milité par exemple pour l'installation d'éoliennes en mer. Et nous apprenons que c'est très mauvais pour la nature. Les éoliennes tuent les baleines. De plus en plus d'éléments suggèrent que les éoliennes en mer provoquent de nombreuses morts chez les baleines. Selon Michael Schellenberger, la responsabilité des éoliennes dans la mort inhabituelle des baleines est évidente. Et il faut rappeler aussi le bilan catastrophique, le bilan carbone catastrophique de l'éolien en Allemagne. Sans transition, nous allons passer au Covid. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une campagne de vaccination qui commence et Philippe Murer nous rapporte seulement 24% des Américains cherchent à prendre le nouveau Pchout. C'est trop, mais l'immense majorité disent enfin non, 76%. Mais attention, il faut rester très vigilant. Vous savez, ils sont prêts à tout et ils sont en train de réactiver le virus de la peur. Eh oui, il y a des milliards de dollars qui sont en jeu pour l'industrie pharmaceutique.
Un scoop énorme. Enfin, c'est un scoop que je vous avais annoncé il y a près de 3 ans, des centaines de vidéos à l'appui. Joe Biden serait sénile. C'est à la une du Figaro et le camp démocrate commence à s'inquiéter parce que tous les Américains s'en sont aperçus lorsqu'il a prononcé ses fameux discours au Vietnam. Manifestement, il y a un plan média pour remplacer Joe Biden, qui sera l'heureux élu, si je puis m'exprimer ainsi. À la une du Figaro également, on annonce des victoires de l'armée ukrainienne. Guerre en Ukraine, Kiev affirme ni plus ni moins avoir percé la ligne de défense russe près de Bakhmut. Il y a 15 jours, il nous avait dit la même chose, c'était à Robotino et c'était une fake news. Alors, pourquoi cette agitation autour de victoires ukrainiennes? Vous le savez, je vous l'ai dit, le moral des soldats ukrainiens n'est pas très bon. Et puis Zelensky, comme le titre Le Figaro, il est à New York pour quémander de l'argent et de l'aide militaire. Et aussi, vous regardez le titre en dessous, Guerre en Ukraine, 6 vice-ministres de la Défense limogés. Alors, qu'en est-il réellement de cette victoire ukrainienne? Hervé Carès remet les pendules à l'heure. Depuis plusieurs jours, Klishchiivka, sur le flanc sud d'Artemovsk, donc Bakhmut, affole LCI. Comme à Robotino, les forces ukrainiennes revendiquent avoir conquis des villages qui ne sont plus défendables en raison des destructions subies, ni exploitables en raison des pilonnages russes. On connaît la stratégie russe. Quand les Ukrainiens se font trop pressants, ils reculent, ils avancent, ils se font pilonner, puis après les Ukrainiens reculent. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé à Robotino et dans d'autres endroits. Tout cela, c'est de l'agitation de communication pour donner en quelque sorte des munitions à Zelensky lors de sa visite à New York. Est-ce que cela va être suffisant? Je n'ai pas vraiment l'impression lorsque je lis la presse américaine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce journal. N'hésitez pas à le soutenir, à le défendre. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.